Voici le Mékong, âme fluviale du sud-est asiatique. Avec son parcours de près de 5000 km, ces milliards de gouttes d'eau venues des plateaux tibétains vont selon l'environnement s'étendre avec sérénité dans les plaines, s'aventurer avec agilité dans les rapides ou alors se reposer au contact de lacs empreints de quiétude. Quelles que soient les circonstances, la mer de tous les fleuves est le royaume incontesté pour des millions de poissons qui se plaisent dans ces eaux sacrées. Certains d'entre eux sont endémiques au Mékong, mais tous ensemble, ils représentent une très grande diversité aquicole. C'est surtout dans sa partie méridionale que s'est développé depuis des siècles un art de la pêche d'une incroyable diversité sans que cette activité soit devenue un sujet de discorde entre les riverains. Au contraire, à plusieurs endroits où le fleuve constitue la frontière entre deux pays, comme la Birmanie et le Laos, ou le Laos et la Thaïlande, les pêcheurs respectent depuis des siècles la loi de l'alternance. Un jour c'est l'un, le lendemain c'est l'autre. Si les pêcheurs, eux, s'entendent à merveille, les autres opérateurs, tels que les constructeurs de barrages, les navigateurs, les commerçants, peuvent poursuivre des objectifs contradictoires, mettant en danger toute une activité qui fait vivre environ 70 millions de pêcheurs. Nous commençons notre voyage dans le sud de la Chine, à la découverte d'une tradition de pêche aussi spectaculaire que surprenante. Nous sommes près de la ville de Guilin, au bord de la rivière Li, et rencontrons les membres de la famille Wang, pêcheurs de père en fils, depuis des générations. Ces poissons pèsent 3 kilos. Tu t'es pas trompé? Non, c'est bien ça. J'ai l'impression qu'il y en a moins.
Mon vieux, la balance qu'on utilise est exacte. Allez, c'est bon, à la prochaine. Après le marché, il va s'occuper de ses cormorans qu'il a mis des années à dresser. Alors que ses enfants sont insouciants, il est préoccupé. Bien qu'il passe de plus en plus de nuits sur la rivière, ses cormorans capturent de moins en moins de poissons. Voici le village où habite Wang Wuichi. Ici, depuis des siècles, on pratique une pêche bien particulière. Debout sur des petits radeaux de bambou, les pêcheurs vont capturer les poissons au fond de la rivière grâce à leurs cormorans dressés à faire des plongeons pêcheurs. Ce matin, toute la famille se retrouve réunie au bord de l'eau pour un brin de toilette. Tu n'arrives même pas à faire tenir le radeau. Comment tu peux attraper du poisson ou des crevettes? Tu crois que quelqu'un va avoir envie de nous prendre notre radeau? C'est tellement dur. Moi, je veux partir d'ici. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, tu mérites une claque. T'as rien compris, tu n'en fais qu'à ta tête. Il y a de moins en moins de poissons. Qu'est-ce qu'on va faire des cormorans? Il n'est pas question d'en faire l'élevage. Tu dis que tu ne veux pas? Alors tu veux faire quoi? Tu as une autre idée pour t'en sortir? Et si on les vendait? Quoi? Les vendre? Et comment on va vivre après? Wang Wuichi ne sait plus très bien vers où se tourner. Le métier qu'il a appris grâce à son père ne nourrit plus son homme et ses enfants ne veulent plus continuer la tradition. Il est tiraillé entre deux mondes. Tu ne fais que manger. Allez, va-t'en. Ce qui aggrave son dilemme, c'est que ses cormorans, il les aime, car il les a lui-même dressés. Alors il décide de réunir le conseil de famille. Sa femme, son père et surtout son frère sont concernés. Vendre les cormorans serait aussi mal que de vendre les terres de nos ancêtres. Faut pas dire comme ça. Je peux te rappeler le nombre de poissons qu'on attrapait tous les jours. Je peux te dire qu'un jour, j'ai attrapé plus de 150 kilos de poissons en une seule nuit. Maintenant, on ne sait plus quoi penser. Il y a beaucoup plus de bateaux avec des techniques de pêche différentes. Il y a la pêche à la dynamite, il y a les décharges électriques. Alors comment veux-tu que dans ces conditions, les cormorans attrapent encore du poisson? Et puis, est-ce qu'il y a encore du poisson dans la rivière? Avant, quand on attrapait du poisson, on ne serrait pas trop le cou des cormorans. Et petit à petit, on s'est mis à serrer plus. J'ai peur qu'aujourd'hui, on se retrouve à leur briser le cou. J'aimerais mieux encore les vendre que de les tuer comme ça. À quoi ça sert de les vendre puisqu'on n'a pas d'autre travail aujourd'hui? Et quelle vie on aura sans travail? Maintenant, on le sait. Il faut trouver un autre moyen de gagner de l'argent. À nous de trouver autre chose. Ça nous coûte 20 yuan par jour de nourrir 10 cormorans. Et ça fait plusieurs centaines de yuan par mois. Je te pose une question. Comment gagner autant d'argent rien que pour les nourrir? Et même si tu me critiques et que tu dis que je me fiche des cormorans, je te dis que je les ai nourris pendant longtemps. Je les ai considérés comme mes propres enfants. Alors tu crois vraiment que j'ai envie de les vendre? Simplement, maintenant, on n'a plus le choix. Plus tard dans la nuit, la rivière les appelle. Une nouvelle fois, c'est l'heure de la pêche. Malgré un paysage qui prête à la rêverie, Wang Wuichi en veut presque à ses cormorans d'être impuissants face à ses problèmes. Dépêche-toi. Plonge. Allez, dépêche-toi. C'est à plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la rivière Li, dans les montagnes sacrées du Haut-Tibet, que le Mékong entame sa longue route vers le sud en direction de la mer de Chine.
Pour les Tibétains de cette région austère, les contreforts de l'Himalaya s'unissent aux cieux pour donner naissance à de nombreuses sources d'eau cristalline, bénies des dieux. Une fois réunies par un seul courant, elles vont arroser 6 pays riverains. Chine, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam ont tous le fleuve comme trait d'union. Chemin faisant, il irrigue un bassin équivalent à la moitié de l'Europe et nourrit ainsi plus de 320 millions d'habitants. Il va même jusqu'à épouser un nom différent selon les pays qu'il traverse. Le jeune Mékong s'appelle Langkang en Chine, avant d'adopter le nom adulte de Mekong en Birmanie, au Laos, en Thaïlande et au Cambodge. Au Vietnam, enfin, il va s'appeler Duy-Long, la rivière aux 9 dragons, qui évoque les 9 bras de son delta. Tout au long de son parcours, ce capitaine des eaux est porteur de 1000 secrets. Nous reprenons notre voyage pour aller, à partir du sud de la Thaïlande, à la découverte du royaume du Cambodge. Avec ses 15 millions d'habitants et sa capitale Phnom Penh, le pays se situe également parmi les plus pauvres de la région. Heureusement que le Tonle Sap, ce qui veut dire grand lac, fait vivre près d'un quart de la population. Nous voici en présence d'une autre famille de pêcheurs vivant sur le lac Tonle Sap, près du Mékong. La famille de Nim Kim Ly au complet part à l'aube pour avoir plus de chances de remplir ses filets. Il y a la mère, le père et leurs 7 enfants. Ils vivent sur un bateau maison et se déplacent sur le lac au gré des variations de son niveau. Ça y est, ici c'est très bien. Allez, Bavouk, jette les filets. Chez les Nim, c'est une affaire de famille. Cela fait longtemps qu'ils fonctionnent ainsi et aujourd'hui que les enfants sont plus grands, c'est plus facile pour tout le monde. Ramenez les filets, allez. Encore plus fort. C'est pas suffisant. Ben attention, les poissons sont en train de s'échapper. Là, c'est un poisson-chat. Il est gros, celui-là. Mais on devrait en avoir 2. Il y en a un qui s'est échappé. Une fois assez de poissons pêchés, il faut en obtenir un bon prix. Heureusement, il y a le marché flottant. Je vous propose un prix raisonnable. J'achète votre poisson 600 riels le kilo. 600 riels le kilo, c'est la folie. Si tu l'achètes pas maintenant, tu finiras bien par le prendre plus tard. Le poids de la balance est tombé. On n'a pas encore fini de peser le poisson. Le panier est cassé, c'est pas assez lourd, il faut mettre plus de poissons. Bon, ça fait 55 kilos. On peut parler d'une journée satisfaisante. Ensemble, ils ont gagné suffisamment pour vivre correctement dans les semaines à venir. Ils peuvent tranquillement profiter un peu de cette fin de journée. Tout comme les pêcheurs au cormoran en Chine et notre famille du lac Tonle Sap au Cambodge, des millions de personnes vivent de la pêche dans le bassin du Mékong. D'après ce que nous savons, ce mode de vie ne date pas d'hier.
Dans les temples d'Angkor, en bordure du lac, les murs sont ornés de peintures nous rappelant que si les outils, les bateaux et les filets ont changé, la pêche elle-même y est pratiquée depuis au moins 1000 ans. Le lendemain, pour les Nimes, c'est l'heure de bouger. Comme c'est la coutume ici depuis des centaines d'années, le village entier va se déplacer pour trouver une nouvelle aire d'ancrage. Ce sont les très importantes variations de niveau du lac qui entraînent cette coutume de nomade. Pendant la saison des pluies, de juin à octobre, la superficie du lac se voit multipliée par 6 quand arrivent les fortes pluies de la mousson, amplifiées par la fonte des glaces himalayennes. La profondeur du lac augmente alors de 8 mètres. À la fin de la saison des pluies, la rivière retrouve son cours normal et le poisson est emporté en aval. Les eaux descendantes laissent sur leur passage de riches dépôts nutritifs de sédiments, ce qui fait de ce bassin une terre propice à l'agriculture pour le restant de l'année. Pour les Nimes, ce nouveau point d'ancrage, chaque maison a besoin de plusieurs pilotis, va devenir leur adresse provisoire pour quelques semaines, si ce n'est quelques mois, selon les saisons. Pourquoi tu veux te faire belle? On va pêcher. C'est pas utile de mettre de la crème. L'eau va tout enlever. C'est à l'occasion d'une nouvelle sortie de pêche que Nim Kim Ni commence à se faire du souci, car dernièrement elle a constaté que le poisson se faisait de plus en plus rare. Le Tonlé Sap est en fait un affluent du Mékong qui s'étale pendant la saison sèche sur un vaste territoire d'environ 2700 km. Du fait de son étendue, ce fleuve a toute l'apparence d'un lac. Comme nous le verrons, ce phénomène est encore amplifié à la saison des pluies. Quoi qu'il en soit, c'est l'une des zones de pêche en eau douce les plus productives au monde. Pourtant, habituellement, lors de sa crue, le lac recouvre les forêts et les champs avoisinants. Pendant la période où le Mékong est en crue, le bras de la rivière qui le relie au lac inverse son cours. C'est un phénomène unique au monde. On notera que l'inversion du cours du Tonlé Sap agit comme une valve de sûreté qui restreint le risque d'inondation plus loin en aval. Cette inondation saisonnière crée un milieu idéal pour la reproduction des poissons, si bien qu'on a pu recenser ici jusqu'à 200 espèces. C'est toujours une véritable providence pour les Nimes et les 3 millions de Cambodgiens qui vivent dans la région. D'autant plus que l'on a coutume de dire qu'il y aurait presque autant de pratiques différentes de pêche que de poissons.
Un peu en amont, au niveau des nombreux rapides du fleuve, comme ici aux chutes de Kon Pha-Pheng, à la frontière entre le Laos et le Cambodge, encore d'autres méthodes de pêche se sont développées, toujours dans le but de se fournir en poissons qu'offre quotidiennement le Mékong à ses riverains. De retour au lac, pendant que les filets sont déjà dans l'eau, pour les Nimes, c'est l'heure du repas. Le plat du jour, une farandole de poissons frais, façon Tonle Sap. Les enfants, c'est déjà l'après-midi, il va falloir bientôt travailler dur. Tout à l'heure, chacun à son poste, la détente sera finie. On se lève tôt, on revient tard, on travaille dur tous les jours. Et on gagne si peu d'argent qu'on peut même plus s'acheter de l'essence. On pourrait peut-être trouver autre chose que la pêche. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu sais bien qu'on ne sait ni lire ni écrire. On peut quand même essayer, non? Tu penses vraiment qu'il y a un travail pour quelqu'un comme toi? Depuis 3 générations, toute la famille a toujours vécu sur le lac. Qu'est-ce qu'on peut faire à part pêcher? On attrape seulement 4 ou 5 kilos. Ça ne paye même pas l'essence. On va quand même s'accrocher. Si on n'attrape pas de poisson aujourd'hui, eh bien il y en aura sûrement demain. Et peut-être qu'on attrapera une grosse prise. Si on se décourage tout de suite, alors on ne pourra jamais y arriver. Qu'il y en ait beaucoup ou pas, on arrive toujours à attraper un peu de poisson. On n'a qu'à se donner du mal et ça ira quand même. Et quand il y aura limitation de pêche, alors là, il faudra pêcher avec des filets plus petits. Dans ce cas-là, ce sera encore plus difficile d'attraper du poisson. Nous quittons les Nîmes pour aller plus au sud, jusqu'au Vietnam. Hôte du delta du Mékong, ce pays désormais réuni compte 85 millions d'habitants et sa capitale s'appelle Hanoï. Le delta aux 9 bras se trouve tout au sud du territoire et accueille de nombreux marchés flottants très spectaculaires. Nous allons accompagner Al Yong qui a décidé, voilà quelques semaines, de se lancer dans une expérience de pisciculture. Aujourd'hui, il met la dernière touche à sa petite ferme piscicole flottante avant la livraison des alevins, ces jeunes poissons qu'il s'apprête à élever. En fait, il retape un ancien radeau qu'il a acheté à prix réduit en respectant son budget. Le cycle de reproduction chez les poissons est court. Il faut juste 4 mois avant que le poisson soit assez grand pour être vendu. C'est un travail intéressant et rentable. J'ai investi dans cette ferme flottante et dans les alevins. En tout, il y en a pour 100 millions de dongs. 100 millions de dongs? Oui. Quel pourcentage de ces 100 millions de dongs correspond à votre investissement?
100%, j'y ai mis toutes mes économies. Vous avez investi tout votre capital dans cette entreprise. Que se passerait-il si ça ne marchait pas et si vous ne pouviez pas récupérer votre investissement? Comment vous feriez? Personne ne peut savoir ce que l'avenir nous réserve. Tout ce que je peux espérer, c'est la bénédiction des dieux. Le lendemain, les alevins lui sont livrés et sous l'œil attentif d'un voisin, Alyong les dispose avec précaution dans les bacs flottants attachés en dessous du plancher du radeau. Un peu plus tard, il procède à la première alimentation de sa colonie de jeunes poissons. Il prend soin d'administrer la pâte de croissance en tout petits morceaux. À ce stade, c'est sa première tentative. Il ne se préoccupe pas encore de problèmes de pollution de l'eau. Quelques semaines se sont écoulées. Alyong doit se faire à l'évidence. Pour des raisons encore inconnues, ces poissons n'ont pas survécu. C'est la catastrophe. Son rêve s'écroule. Il est devant un problème qui lui paraît d'autant plus insoluble qu'il ignore la cause de leur mort. De retour en Chine, parmi les montagnes pittoresques de Guilin, Wang Wuchi, notre pêcheur au cormoran, est toujours sans solution face à ces problèmes. Maintenant, il n'y a plus de poissons. Même s'il n'y a plus de poissons à attraper, on ne va pas se débarrasser des cormorans. Hier, les cormorans nous apportaient le poisson. Aujourd'hui, il faut s'occuper d'eux. Wang Wuchi décide de prendre le taureau par les cornes. Si l'avenir est dans le tourisme, alors allons-y à fond. Il prépare ses cormorans pour une pêche nocturne et offre ses services à l'un des grands bateaux de touristes qui remontent la rivière. Après tout, donner à voir, se donner en spectacle, c'est peut-être encore la solution. Si les touristes sont pleinement satisfaits, c'est pour Wang Wuchi une expérience des plus humiliantes. Alors que les étrangers se réjouissent, lui a le sentiment de trahir ses fiers ancêtres, de ridiculiser cette belle tradition de pêche et de vulgariser son noble métier. Sous une pluie tropicale, sa femme tente de lui rendre sa dignité. Elle sait que son amour-propre est profondément blessé et surtout qu'il ne veut infliger un tel avenir folklorisé à ses cormorans. Aussi, le lendemain, c'est presque sans regret qu'il va vendre ses compagnons de pêche de longue date et s'adonner entièrement à la construction d'une petite barque de promenade pour les touristes.
Son raisonnement est le suivant. Si tourisme il doit y avoir, alors allons-y carrément, sans détourner une belle activité en soi. Il sait déjà qu'il va se mettre son frère à dos. De toute façon, je ne suis pas d'accord avec toi pour construire cette foutue barque. Tu vas pas me demander d'abandonner maintenant? Comment tu vas faire pour rembourser tes dettes? Tu veux continuer à vivre et que tes enfants continuent leurs études? Tu vas pas me demander d'abandonner maintenant? De toute façon, il faut que tu trouves un moyen pour me rembourser mon argent. Il faut que tu me rembourses. On est des frères, mais à partir d'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai. Les traditions, c'est bien, mais il faut vivre avec son temps. Si on ne veut pas changer, comment on fera pour s'en sortir? Demain, on se sépare. J'ai plus envie de parler de ça avec toi. Sur le lac Tonle Sap, au Cambodge, pour la famille Nim, la situation n'est pas réjouissante. Les choses ne se sont pas améliorées. Malgré de nombreuses sorties, toujours pas de poissons. Seule l'énergie sans faille de la mer peut sauver la famille du découragement qui les guette. Maintenant au travail, tout le monde s'y met. Kana, qu'est-ce que tu fais? C'est bientôt le coucher du soleil, dépêche-toi. Et toi? Pourquoi tu fais pas ton travail? Dépêche-toi! Dépêche-toi! Canard, jette les filets! Il y a une bonne partie du filet qui n'est pas encore dans l'eau. Je vais me mettre en colère. Hein. Attention à la boue. Pas dans le filet, comme ça. Attrapez les escargots dans le filet. Et tout le reste avec, on prend tout. Non, mais vous vous êtes regardés? Allez, arrêtez de rêver. À nouveau rien. Rien de rien. Le soir, pour la première fois, les parents vont envisager le pire. Peut-être faudra-t-il se sédentariser, peut-être est-ce la fin de la vie sur leur maison flottante. Mon Dieu, tu peux nous dire ce qu'on a fait comme erreur sur cette terre? Pourquoi tu nous laisses tomber? Mon Dieu, je t'en supplie, ne te mets pas en colère. Bénis-nous et donne-nous la force pour qu'on s'en sorte. La nuit a porté conseil. Nim Kimli décide d'aller voir le chef du village, Tulsofa. C'est un homme sage. Peut-être a-t-il un conseil avisé à lui donner. Il y a moins d'eau et moins de poissons qu'avant dans le lac. Moi non plus, je ne peux plus attraper de poissons. Et mes enfants non plus. Je ne sais pas quoi penser de tout cela. Je n'ai jamais vu ça. Cette année, le nombre de poissons pêchés est vraiment très bas. L'année dernière, le climat était meilleur, mais cette année, ça a beaucoup changé.
En ce moment, on n'arrive pas à attraper assez de poissons, alors on se décourage. On ne sait pas quoi faire d'autre. Peut-être qu'il va falloir changer notre façon de vivre. Depuis 10 ans, ici, il y a eu des changements. Du monde, il y en a de plus en plus. Et le matériel est de plus en plus moderne. Pour des gens comme nous, c'est devenu difficile de vivre de la pêche. Dans ma famille, par exemple, il faudrait qu'on ait 2 ou 3 autres travails, comme le tissage des filets, l'élevage de poissons ou le transport des gens. Juste pour vivre. Pour compliquer un peu plus la situation pour les Nîmes, le lac commence à se dessécher à leur point d'ancrage actuel. Il devient presque impossible de se déplacer. C'est la saison des pluies, mais la pluie fait défaut. Le fond du lac est plein de vases. Quand il y a de l'eau, on peut sortir le bateau, mais comment on va faire maintenant? Pour Nim Kim Lee, cette situation devient trop difficile, car elle est trop dépendante du lac et des humeurs du climat. En plus, les enfants ne veulent plus mener cette vie-là. Pourquoi tu peins des montagnes? Parce que les paysages avec des montagnes, c'est plus beau. Et l'eau alors, pourquoi tu la peins pas? Les paysages d'eau, c'est flou. Quand on peint un paysage avec de l'eau, c'est jamais aussi beau que la réalité. Et pourquoi tu ne peins pas le bateau? Je ne sais pas peindre un bateau. Regarde leurs vêtements, comme ils sont beaux. Les gens qui vivent sur la terre sont si beaux. Et voilà qu'au matin, contre toute attente, alors que Nim Kim Lee n'y croyait plus, c'est le déluge. Le ciel s'ouvre et lui offre ce qu'il a de plus précieux. Jamais de sa vie elle n'a autant apprécié l'arrivée de la pluie. Et quelle pluie! En quelques heures, tout est à nouveau à flot. Les barques peuvent circuler et les maisons ressemblent à nouveau à un village flottant. Évidemment, il n'est plus question d'abandonner. C'est dans la joie la plus totale que les bambins retrouvent le chemin des jeux aquatiques. Le lac entier va pouvoir respirer. Les eaux reprennent le dessus et inondent, comme elles le font toujours au début de la saison des pluies, toutes les rives qui se présentent. Le monde ressemble de nouveau à ce que l'on attend de lui. Pour le village des Nîmes, c'est synonyme d'un nouveau départ. Cette fois-ci, il s'agit de gagner provisoirement la terre ferme, le temps d'attendre que le plus gros soit passé.
Bien que les choses semblent s'arranger pour la famille, pour Nim Kim Lee, l'expérience qu'elle a vécue va laisser des cicatrices tangibles au plus profond de son cœur. Alors que les habitants du village envisagent de monter à terre pour quelques semaines, cette migration annuelle se charge de leur rappeler la fragilité de leur existence face à une nature imprévisible. Ils ont appris à s'attendre à tout et à tout moment. Pour les Nîmes, la question de leur avenir se pose avec acuité. Déjà que la vie de nomade du lac n'est pas très confortable, mais si en plus le poisson venait à manquer, si les eaux devaient se polluer davantage, quelle alternative aurait-il? Les constructions de barrages en amont du Grand Lac ont une influence directe sur leur vie quotidienne, tout comme la pollution dont souffrent les eaux du fleuve au passage de chaque grande ville. Leur mode de vie s'est construit pendant des siècles autour d'une dépendance climatique. Ce sont les saisons qui ont rythmé leur vie, leurs mouvements et leur réalité quotidienne. Dès lors, on imagine aisément que le réchauffement de la planète, amplifiant encore les variations saisonnières, aura forcément des conséquences directes sur leur manière de vivre. Déjà, les enfants ne veulent plus de la vie traditionnelle et se demandent comment s'adapter. Dans notre exploitation de pisciculture, Al Yong a retrouvé son courage et un peu d'argent pour acheter une nouvelle cargaison d'alevins. Il a décidé de ne pas abandonner et va entamer une seconde tentative. Quelles sont les pertes dont tu as souffert la dernière fois? Les pertes se chiffrent autour de 20 millions de dong. La dernière fois, j'ai souffert car l'eau était tellement polluée que les poissons ont attrapé des maladies. Il n'y a pas d'autre moyen pour apprendre les techniques de la pisciculture. Pourquoi tu ne choisis pas un autre emploi? Maintenant que tu connais les risques de la pisciculture, pourquoi tu as décidé de continuer? J'ai vraiment envie de réussir. Je dois aller jusqu'au bout de mon rêve de pisciculteur. Je ne renoncerai pas avant d'y arriver. Cette fois-ci, j'ai investi 80 millions de dong. J'ai l'intention de demander un prêt au gouvernement et après, je suivrai une formation. Du coup, je pourrai continuer dans la pisciculture. Cette fois, c'est la bonne. Le tour est joué. Al Yong produit un nombre impressionnant de poissons. À en juger par le contentement de son premier client, il semble bel et bien s'installer dans le métier qu'il s'est choisi. Cependant, il faudra qu'il surveille attentivement l'évolution de la pollution du fleuve dans le delta, car ses clients, sous la pression des marchés internationaux, vont devenir de plus en plus exigeants par rapport aux conditions d'élevage. À Guilin, sur le Lijiang, Wang Wuchi a bientôt terminé sa petite barque. Tandis que son frère continue de pêcher au cormoran, il va faire bénir dignement son embarcation et les lancer au craquement du feu d'artifice vers un avenir incertain.
Tous les riverains du Mékong, liés plus ou moins à la pêche, se retrouvent aux portes de l'inconnu. Ils savent que les anciennes méthodes n'existeront plus. Ils devinent que la pollution ainsi que le changement climatique ne font qu'aggraver les difficultés qu'ils croisent sur leur chemin. En même temps, nombreux sont ceux qui acceptent les défis et trouvent maintes solutions, parfois inhabituelles, souvent originales, mais toujours convaincantes. Il nous reste à découvrir les femmes et les hommes qui, en bordure du Mékong, vivent de l'agriculture au sens propre et figuré du terme. Les terres situées dans la partie méridionale du fleuve sont tellement fertiles que l'on peut parler sans exagération aucune de potager du monde, un peu comme on désigne l'Amazonie comme le poumon de la planète. La rencontre de celles et ceux qui travaillent le riz, le thé, les fruits et légumes, sans oublier les fleurs, réserve de belles surprises. Tout comme celle des femmes et des hommes qui en font le commerce, souvent sur le fleuve lui-même. C'est alors que nous pourrons aborder la spiritualité omniprésente le long de ces rives et nous interroger sur les défis que réserve l'avenir aux plus jeunes habitants de cette partie du monde.